C'est 18 000 € de refuser de chiffre d'affaires. Encore un mec qui a suivi une idée de sa femme. Moi, de nature, je suis une personne qui aime tester. J'ai pas de problème avec l'échec. Pour moi, si tu veux, dans le podcast, aujourd'hui, tu as 2 gros enjeux, c'est la découvrabilité et le fait de faire écouter plusieurs épisodes aux mêmes personnes. Hello à tous et bienvenue dans le format interview du studio. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un podcasteur qui n'était que podcasteur et il est devenu créateur de contenu et influenceur. Si vous voulez l'énerver, vous lui dites tout simplement que vous êtes contre l'allaitement et que vous punissez vos enfants en les enfermant dans un placard. Il fait partie de la minorité masculine qui porte les podcasts parentalité et on va en parler. On accueille aujourd'hui Cédric Rostin du podcast Papatriarcat. Ouais. Salut Cédric. Salut Cécile, ça va? Ouais, ça va super. Merci beaucoup de prendre ce temps pendant une journée d'enregistrement que tu passes au studio Acast, hein, c'est ça? On est dans ton setup aujourd'hui, ton setup vidéo. Je commence par une première question, Cédric. Si je te dis 17 février 2020, à quoi ça te fait penser? 17 février, écoute, je sais pas si c'est peut-être l'ouverture de mon compte Instagram ou mon premier post. Non. Parce que ou c'est peut-être la bande-annonce de Papatriarcat. Exactement. Voilà. C'est ton premier épisode de podcast. Moi, c'est dingue, je lis cette date et je me dis que 6 ans, c'est vertigineux, un peu plus de 6 ans. Mais ouais, c'est ouf. Justement, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis que ton podcast a 6 ans? Moi, ça me fait... en fait, en vrai, j'ai pas vu du tout le temps passer. Et je trouve que, tu sais, il y a cette phrase qu'on dit par rapport à la parentalité que certaines journées peuvent être très longues, mais les années passent vite. Mais je trouve qu'avec le podcast et même la création de contenu au global, c'est ça, quoi. Parce que des fois, tu vois, tu as des journées qui sont longues, difficiles, même des semaines qui peuvent être longues, difficiles. Mais en fait, quand tu es pris par la passion, tu vois pas le temps passer, quoi. Ça vient d'où cette idée de lancer ce podcast Papatriarcat en 2020? C'est pas la mienne, c'est celle de Noëlla, ma compagne, voilà. Le mythe est brisé totalement. Encore un mec qui a suivi une idée de sa femme, oui, exactement. C'est venu que quand on est devenu parents, donc en 2018, tu l'as dit, hein, allaitement, punition, etc. Moi, il y a des modèles que je voulais pas reproduire, des choses que je voulais essayer. Et on a un peu exploré tous les trucs chelous de la parentalité, donc le portage, l'allaitement long, hein, ça a été 4 ans, le cododo, la diversification menée par l'enfant, l'hygiène naturelle infantile, je voulais chercher les termes, hein, l'instruction en famille, voilà, tous les trucs, et bien sûr sans violence, respect des droits de l'enfant, tout ça, et en fait, toi aussi, t'es maman, donc tu t'es aperçu sûrement de ce phénomène qui fait que quand tu deviens parent, eh bien, tous les gens autour de toi, collègues, amis, famille, vont te donner leur avis à des questions que tu ne leur as pas posées. Et donc, du coup, avec toutes ces pratiques, puis en plus, t'imagines, j'ai pris mon congé paternité, j'ai pris un congé parental pour Sarah, donc c'était vraiment plein de choses qui bousculaient les gens. Et donc, je me suis retrouvé à répondre à ces remarques. Donc, à ce moment-là, je suis un salarié à la Fnac. Je suis responsable, cadre, et j'ai une formation en coaching, etc. Donc, j'essaie de répondre avec un peu de pédagogie didactique. Et ma compagne, qui me laisse répondre, parce qu'en fait, elle est occupée avec son postpartum, l'allaitement, etc. Et Noëlla, ça l'intéresse peut-être un peu moins aussi en termes de création de contenu, ou finalement... Non, il y a des trucs, elle a des idées. Ok. Elle, par rapport à la création de contenu, ce qui la freine beaucoup, c'est les réseaux, c'est la violence sur les réseaux, quoi. Ouais, ça, on va en parler après, je pense. Ça, clairement... Gros sujet maintenant, hein. Donc Noëlla a un compte Instagram, mais en fait, là, elle a laissé actif, mais elle n'y va plus du tout, elle a désinstallé Instagram, parce que voilà, c'est vraiment sur le réseau, elle n'en peut plus. Et donc, en fait, ça l'a saoulé un peu aussi, je vais me laisser souvent répondre, parce qu'en fait, ça l'a saoulé, et puis ça l'a saoulé de répondre, et donc, à un moment, elle me dit, on est fin 2019, et elle me dit, franchement, chérie... c'est cool comment tu réponds. Elle a écouté beaucoup de podcasts, la matrescence notamment. Et elle me disait, franchement, il n'y a pas de mec qui en parle. Vas-y, en plus, parle-en comme t'en parles là. Et bon, là, on est fin 2019, je suis à la Fnac, entre Black Friday et la fin d'année. Je lui dis, écoute... Pas le moment. Voilà, c'est clairement pas le moment, mais on savait qu'en janvier 2020, j'allais quitter cet emploi. Donc, j'ai quitté mon emploi. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Tu vois, en mode, même si j'avais un autre projet professionnel qui a été annulé avec le Covid, mais j'avais cette idée-là, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, un peu en militant, tu vois, voilà, donc je l'ai lancé en mode YOLO, quoi. Et puis, donc, j'avais jamais mis les pieds sur Instagram, sauf une fois, ça va énerver tout le monde, j'avais créé mon compte Cédric Rostin pour participer à un concours d'une créatrice qui avait fait un mobile Harry Potter, et je l'ai gagné.
et j'ai clôturé mon compte Instagram derrière. Le mec est un gros bâtard, tu vois. Il est arrivé, il a gagné un concours, il s'est barré. Et du coup, là, j'ai créé le compte en effet Papatriarcat parce que voilà, je voulais quand même un levier pour en parler. Mais vraiment sans aucune. Je me rappelle avoir dit à Noëlla, parce qu'elle était à fond, Ouais. vraiment à fond, mais à fond. Et je lui avais dit, tu sais, chérie, si au bout d'un an, il y a 1000 écoutes et 500 abonnés sur Instagram, c'est déjà énorme, quoi. Bon, il se trouve que c'était 250 000 et 20 000, donc ça a poussé un peu plus. Ouais, c'est clair. Parce que justement, je le disais en intro, le podcast a été le début. Ce format audio, je pense vraiment aussi, bah, tu te lances en podcast, tout le monde le dit, c'est pas du coup un secret, hein. T'es face à ton micro, t'es tranquille, tu peux être chez toi, etc. Tu passes à aussi prendre la parole sur les réseaux, donc là, tu te montres. Tu choisis aussi de montrer tes enfants. Ça pourrait être un Ça pourrait épisode faire en un entier. épisode entier. Que tu as fait d'ailleurs, hein, sur Papatriarcat, mais effectivement, là, tu prends le pas d'un créateur de contenu, influenceur, etc. Tu passes à une autre dimension. Comment tu gères ça et comment la famille, elle gère ça aussi derrière? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le podcast se lance, il y a le Covid, mon projet pro de reconversion tombe à l'eau, le budget tombe dans la trésorerie du foyer parce que c'était compliqué avec l'arrêt d'activité de Noëlla aussi, et donc je suis sur mon chômage. Donc je suis sur mes droits au chômage. Donc j'ai pas spécialement de pression financière aussi. C'est important pour plein de gens, ça, de bien le savoir, c'est que j'ai utilisé cette période-là pour... j'ai avancé très tranquillement, tu vois. Je veux dire, j'avais pas, à la fin du mois, je me demandais pas comment l'argent allait rentrer, j'étais au chômage. Donc du coup, j'étais libre de créer, donc ça c'est important aussi. Et donc je fais mes épisodes, et puis je me retrouve à avoir des invités, et en effet, je me retrouve à parler du podcast sur les réseaux sociaux. Et au début, à ce moment-là, Instagram, c'était quand même surtout des carousels encore. Il n'y avait pas encore cette invasion de la vidéo qu'il y a eu, je sais pas, 1 ou 2 ans après. Mm. Et donc voilà, je me dis, bon, je vais faire un petit post pour parler, pour dire que l'épisode est sorti, un petit post comme ça, machin. Franchement, j'y allais au gaufre, quoi, je savais pas trop. Mais au début, par contre, je montre pas du tout le visage de mes enfants, on en parle avec Noëlla. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'au début, c'est moi qui impose ça, et Noëlla, elle était en mode, c'est bon, tu vois. Et voilà, donc je masquais les visages de Sarah, en l'occurrence, à ce moment-là. Mais on créait beaucoup de contenu parce que ça avait été demandé. C'est-à-dire qu'assez rapidement, sur Instagram, je recevais des messages de personnes qui me disaient « C'est bien gentil de comment t'en parles dans tes podcasts, mais c'est très théorique, tu vois. » Ce qui est vrai en même temps. Tu peux Oui. pas passer ta vie... À tu donner vois, des conseils. voilà, donner Ouais. des conseils sans jamais montrer, mais aussi montrer les failles et montrer comment est-ce qu'on surmonte ces failles et ces moments Mm. de doute. Mm. Donc ça aussi, c'est des idées en fait de contenu qui t'as même pas besoin d'avoir des idées puisque c'est les gens qui te demandent. Mm. Donc t'écoutes les gens et tu leur dis ah ouais tiens ok très bien pas bête je vais y penser. Et voilà comment est-ce que tu commences à créer tes premiers contenus. Et puis après arrive la vidéo, donc là tu commences à découvrir l'algorithme qui change, qui évolue, tu vois qu'il y a des choses qui marchent pas. Mm. Après, moi de nature, je suis une personne qui aime tester, j'ai pas de problème avec l'échec. Donc voilà, j'ai eu un problème avec l'échec, mais assez rapidement, et je dois le dire, hein, j'ai bossé 11 ans chez McDo, avec donc une mentalité où l'échec faisait partie de l'apprentissage. Mm. Je dis pas qu'il était jamais sanctionné, hein, mais qu'en tout cas, fallait tenter, fallait oser tenter des trucs. Et donc ça m'a vraiment permis de me libérer vis-à-vis de l'échec. J'étais aussi arbitre de handball, tu vois, donc combien de fois tu te rends compte que tu t'es trompé sur une décision, Ouais. tant pis, il faut faire avec. Donc ça m'a vraiment, vraiment permis d'être très à l'aise avec l'échec, et vraiment ça me sert sur les réseaux sociaux, parce que en fait je tente des trucs, je me rate. Tu vois, assez récemment, j'ai tenté un truc, une communication, un post. J'ai mal dit, j'ai vu que les gens réagissaient, j'ai mal dit. Bon, j'enlève le post, je fais une story, je m'excuse. Je dis voilà, je me suis trompé, je recommencerai. Enfin, je recommencerai pas dans ce sens-là. On s'est trompé dans le message, désolé. Et on corrige et on y va. Et je le vis très bien, ça. Je sais qu'il y a des personnes qui le vivent très très mal. Moi, je le vis très bien. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'aujourd'hui, alors de un, les réseaux sociaux ne pardonnent pas. Et justement, les créateurs de contenu, ils ont cette peur de Ah, le prochain contenu va être loupé ou je vais me manquer, quoi. ouais, mais moi je trouve que les réseaux sociaux ils pardonnent, hein. D'accord. Tu vois, je trouve, en fait, tout dépend de comment tu te positionnes. À un moment, quand tu te mets dans des positions où tu assumes ce que tu dis, tu assumes de te tromper, ou tu assumes aussi certains partenariats, tu vois, parfois, les gens ils savent. Je sais que, tu vois, assez récemment, j'avais eu cette discussion vis-à-vis d'un sponsor que j'ai pu avoir, et il y a des gens qui sont partis.
pas content. Ok, très bien. Il y a des gens que ça n'a pas dérangé. Mais il y a des gens, j'ai assumé, j'ai fait un épisode entier en réponse pour répondre à ce choix de sponsor. Et il y a des gens qui sont restés en me disant, je suis pas d'accord avec toi, mais je te fais confiance parce que tu as été honnête. Ok, c'est cool, tu vois. Et ça, moi, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est important parce que, tu vois, dans un monde des réseaux sociaux où on polarise beaucoup, où on est soit d'accord, soit pas d'accord, je suis très content d'avoir des gens dans ma communauté, et je les en remercie, qui sont capables de me dire, je suis pas d'accord avec toi, mais en fait, comme on est quand même sur les valeurs de base en accord, mais je suis pas d'accord avec toi sur ce choix-là, mais Ton argumentaire, je le comprends. je le comprends, et même, tu as été honnête, tu vois, donc j'assume. T'assumes et c'est cool, tu vois. Donc voilà, et les gens, en effet, pour qui que ça choque, mais très bien, enfin, je veux dire, la porte est ouverte, allez-y, il n'y a pas de problème, je comprends aussi. Tu disais que tu aimais beaucoup tester des choses. Ouais. Tu as quand même travaillé longtemps tout seul sur Ouais. quand même ce contenu, tu le sais. Enfin, je pense qu'on peut le dire à tous les gens qui nous regardent, hein. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui de gérer de l'audio, des réseaux sociaux, de la vidéo pour ceux qui se lancent et tu en fais Ouais. partie. Tu as beaucoup fouillé parce que tu es quelqu'un de très très curieux. On a des discussions avec Cédric interminables sur tous les outils aujourd'hui disponibles, puisque il y a la technologie quand même C'est aujourd'hui ça. qui est au service des créateurs. C'est ça, alors c'est plus facile aujourd'hui, très clairement, aujourd'hui c'est plus facile grâce aux outils comme l'IA. Je veux dire, l'IA, c'est pas un gros mot. L'IA, il faut jamais, bien sûr, enfin, jamais. La majorité du temps, je pense qu'il faut pas lui laisser la main à 100%, ça c'est clair et net, parce que ça dénature quand même le contenu. Mais tu vois, je sais pas, une IA comme Claude, qui est capable tu peux lui apprendre ton style. J'ai la chance d'avoir pu écrire des livres. Moi, je lui ai injecté mes livres, et elle a créé un style vis-à-vis de ça. Quand je crée des newsletters, par exemple, je balance mes points clés, mes idées, etc. Il va le mettre en forme. Je vais faire 2-3 corrections. Et moi, en tout cas, je suis content du résultat. Les gens qui les lisent sont très majoritairement très contents du résultat. Et ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Ça permet de gagner beaucoup de temps parce que tu peux enchaîner, par exemple, tu vois, un mois de newsletter, ça va me prendre 10 minutes. 10 minutes en création. Il y a toute la tâche de fond en permanence, tu vois, Bien voilà. sûr, il faut quand même des idées. Enfin, Voilà, il l'IA faut va des pas te idées, il faut les proposer. noter, Bien sûr. moi je me fais beaucoup de vocaux sur ma montre. Ouais. Tu vois, je fonctionne beaucoup comme ça. Ouais. Mais là, pareil, tu vois, aujourd'hui, tu peux injecter ton vocal dans une IA et elle va retranscrire tes idées. Donc, Mm. ça peut quand même, ça, c'est quand même des gains de temps qui sont par rapport à ce que j'ai connu en 2020, qui sont, mais monstrueux, Ouais. clairement. Ouais. Euh, Tout ce qui est programmation, réseaux sociaux, Ouais, évidemment. exactement, tu vois. Mais même aujourd'hui, tu vois, tu as des outils, mais même les technologies évoluent, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est dur, c'est la veille. Faut se tenir informé. Ça, Mm. c'est important, clairement. Tu vois, aujourd'hui, je monte mes vidéos, je les fais toujours passer par Edit, par exemple, Mm. qui est l'outil de Meta pour Instagram. Parce qu'aujourd'hui, en plus, tu vois, en termes de technologie, bah, tu peux mettre des réels cliquables sur tes propres réels. Donc, tu peux renvoyer vers un ancien réel, tu peux mettre des profils. Voilà, donc, faut vraiment se tenir au courant de ça. Ça, c'est un peu chronophage aussi. Mais l'avantage, c'est que bah, une fois que, en fait, quand tu es tout seul et que tu fais tout, bah, tu fouines aussi pour gagner du temps, etc. Et donc, tu sais, ça me rappelle vraiment, je vais faire mon vieux, mais ça me rappelle vraiment, tu vois, à l'époque, moi j'ai connu l'ordi où tu sais, étais sous MS-DOS, il fallait que tu te rappelles de toutes les lignes de commande, etc. Complètement. Et Moi, c'était les blogs, Cédric. voilà. Moi, tu allais bidouiller ton Et moi, WordPress. ouais, mais tu vois, exactement, sûr. donc tu allais bidouiller ton WordPress et tout. Bien sûr. Mais ce qui fait qu'une fois que tu comprends la mécanique du truc, c'est plus facile. Moi, quand on me dit il y a un changement dans l'algorithme, il y a ça qui change et tout, je comprends le pourquoi du comment, etc. Donc je peux m'adapter. Parce que tu mets les mains dans le cambouis. Et ça, je trouve que c'est chouette de mettre les mains dans le cambouis quand tu es créateur ou créatrice de contenu, peu importe le niveau de diffusion et tout. Je vois aussi des créateurs et créatrices de contenu qui ont déjà beaucoup de moyens et qui font surtout de l'animation, des scripts qu'on a écrits pour eux, etc., qui montent pas leurs vidéos et tout. Et c'est très bien, si tu veux. Mais du coup, c'est vrai qu'en termes de création de contenu, c'est pas le même travail, en fait. C'est pour ça, tu vois, il y a influenceur, influenceuse, créateur ou créatrice de contenu, il y a, en fait, à boire à manger Complètement. derrière ces mots-là, quoi. Ouais, exactement. Ce qui est marrant, c'est que ça fait un bout de temps donc, que tu utilises quand même des outils IA à plusieurs Complètement. niveaux. Par contre, tu viens d'embaucher des gens. Ouais, j'ai embauché des gens parce que, alors ça fait aussi un moment que j'ai embauché des gens, je pense notamment à Alice Krief, qui est la première personne avec qui j'ai travaillé pour la qualité du son, parce qu'à un moment donné, même s'il y a des IA qui existent là-dessus, très sincèrement, rien ne remplace le travail d'un bon ingénieur ou d'une bonne ingénieure du son. Mm.
Ensuite, ça a été une assistante de production pour organiser les enregistrements, tu vois, des journées comme celle-ci, parce qu'en fait, ça, c'était très chronophage et je suis désolé de dire, moi, ça me passionne pas. Voilà, j'aime bien le contact avec les gens, mais je préfère discuter, envoyer les mails et tout. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est Caroline Simon qui fait ce travail-là et c'est formidable. Pour YouTube, j'ai en effet travaillé avec un monteur vidéo pour améliorer tout ça. J'ai aussi travaillé avec des community managers pour mieux organiser mon espace de travail. Et là, pareil, tu vois, j'ai découvert un autre métier en échangeant avec elle sur comment avoir une bonne direction artistique, Ouais. passer les bons messages. Ça, l'IA ne te le fait pas. Enfin, elle peut te le faire. Ah, méfie-toi. Alors, l'IA ne va pas faire du tout ce travail que font les community managers, en tout cas celles avec qui j'ai travaillé, Ouais. que je salue, hein, qui sont Laurie et je salue aussi mon monteur vidéo James Kao. Mm. Donc Laurie Thomas et Ilona Martins, qui font un travail de veille extraordinaire et qui, vraiment, ça c'est le fond de leur travail. Mais en effet, l'IA aujourd'hui, elle va quand même te permettre d'analyser. Tu vois, je l'ai fait il y a pas longtemps, je te l'ai envoyé d'ailleurs, je Ouais. crois, avec Claude, et un skill et un outil particulier va te permettre d'analyser tout ce qui est chiffré, si tu veux, tout ce qui est analyse de chiffres, analyse de contenu. L'IA peut le faire. Mm. L'IA peut le faire. Par contre, l'IA, elle va pas te dire, tiens, il y a ça qui marche en ce moment, machin, truc, chouette, tu vois. Exactement. Elle n'est pas capable d'avoir cette vision-là. Ouais. Elle n'est pas capable non plus de comprendre exactement ta cible. Elle n'est pas capable de comprendre, tu vois, la parentalité, c'est quand même un sujet en plus très particulier. Je pense que l'IA peut être, tu vois, sur des sujets purement marketing, finance et tout, je pense que ça peut vraiment, vraiment prendre la place d'un community manager. C'est pas des sujets très complexes Ouais. humainement, tu vois. Ouais. Sur des sujets plus complexes, humainement, je pense qu'en effet, elle a clairement une limite, mais elle peut faire gagner du temps. Mm. Elle peut faire gagner du temps. Voilà. Moi, l'IA, c'est aussi quelque chose que j'utilise pour les descriptions de podcasts, etc. Ça fait gagner du temps. Parce que aussi, je pense que ça dépend on veut savoir dans quel monde on veut vivre, quoi. Je veux dire, moi, l'IA, c'est un outil. Travailler avec des gens, c'est aussi, ça te permet de mieux te challenger parce que les gens vont te dire quand ils sont pas d'accord. Ouais. L'IA, même si tu peux la prompter pour qu'elle soit pas d'accord avec toi, elle va quand même souvent dans ton sens, tu vois. Et donc ça fait du bien aussi de revoir les humains, voilà, de pouvoir, enfin, avoir ces interactions que seul l'humain permet, je pense. Oui. Oui, non, complètement. Et puis surtout, là, ce qui était intéressant, c'est que quand tu as eu tes community managers, elles t'ont dit, bah voilà, il faut faire un vlog, il faut qu'on te voie, il faut qu'on... Ça, effectivement, alors une IA peut effectivement te le dire, d'accord, mais c'est aussi au regard de comment tu traites ça sur tes réseaux sociaux, ce que tu aimes bien montrer. Et toi, effectivement, tu peux dire, bah là, je le sens pas, j'ai pas envie de le faire, là, j'ai un super invité, donc ouais, pourquoi pas. Enfin, Mais après, ça a un coût aussi, tu vois. Ouais. Clairement, je veux dire, ça a un coût. Et community manager, ça a un coût. Donc, il faut aussi que les résultats financiers suivent. Quand c'est pas le cas, là, tu vois, en toute transparence, on fait une petite pause avec le community manager parce que les résultats financiers que j'attendais pour le premier semestre sont pas exactement, sont en dessous de ce que j'avais prévu. Donc, on fait une pause. J'espère qu'elles auront la place pour qu'on retravaille ensemble dans quelques temps. Mais là, on fait une petite pause. Tu vois, c'est aussi ça. Et puis, tu as aussi ce sujet de gérer une structure financière, etc. Donc, mais n'empêche que l'apport humain, il est là, tu vois. Comme tu disais, c'est être là, et puis ne serait-ce que être là pour filmer. Je veux dire, la dernière fois, Laurie, elle est venue ici, elle a passé une journée avec nous, elle a filmé des contenus, elle a pu aussi comprendre comment ça se passait, elle a pu aussi rencontrer des gens qu'elle apprécie, discuter. Donc voilà, et ça, clairement, l'IA ne peut pas te le fournir. Aucun outil, d'ailleurs, ne peut te le fournir. Ouais. Tu parles de coûts et donc du coup de Eh oui. revenus. Évidemment, le nerf de la guerre. Comme beaucoup de podcasteurs, tu refuses aussi de travailler avec des marques. Toi, tu as ce qu'on Ouais, appelle... je le chiffre chaque année, ça. Voilà, le manque à gagner dû à ce refus et Ouais. dû à toi éthiquement ce refus. Comment justement tu t'es organisé année par année, comment le podcast et les revenus liés aux réseaux sociaux, etc., ont pris de la place dans toi, ton chiffre d'affaires un peu annuel, parce qu'effectivement, tu avais ton activité de coach aussi qui faisait Ouais. partie de ton activité. Alors, l'activité de coach, elle a progressivement pris... c'est quelque chose, en vrai, que je fais maintenant pour le plaisir, parce que j'adore accompagner les gens. C'est quand même mon cœur de métier. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans en entreprise, dans le Et sport, maintenant, tu etc. accompagnes les podcasteurs Ouais, et aussi. j'accompagne aussi des podcasteurs et podcasteuses dans leurs projets. Donc, c'est vrai que je précise, hein, c'est pas du tout coach en parentalité. C'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui. C'est vraiment du coaching sur des stratégies, mais sur quelques situations personnelles aussi. Mais voilà, c'est vraiment pas le sujet. Et en fait, cette part, en effet, de coaching,
coaching, elle tend à se réduire. Tu vois, par exemple, sur l'année 2025, l'activité coaching, c'était 4% du chiffre d'affaires. Donc, voilà. Et elle va se maintenir, je pense, à ce niveau-là. Non, enfin, du coup, peut-être même moins en termes de part, parce que, voilà, j'accompagne des gens assez... Enfin, voilà, quand j'ai le temps, c'est cool, j'ai gardé ça. Et en effet, ce qui a pris de la place, c'est le podcast. C'est le podcast, la monétisation. Le podcast en 2025, sur mon chiffre d'affaires, on est sur pas loin de 80%. Donc voilà, c'est énorme. Il y a une part d'Acast, il y a une part que je fais tout seul. La part d'Acast, c'est 70%. Enfin, ça représente 70%. Donc c'est vraiment énorme. Donc Acast accompagne bien les monétisations. Voilà. Et on avait une très belle année 2025 aussi, il faut le dire. Et puis après, en effet, il y a de l'influence. Il y a des conférences aussi que je peux donner sur certains sujets. L'influence, c'est pas du tout ce que j'ai cherché à développer beaucoup parce que je voulais pas avoir cette pression-là trop. Mais en fait, voilà, j'ai eu quelques collabs par-ci par-là. Là, en cette année 2026, ça se développe un peu plus. C'était aussi un des buts de travailler avec des CM, etc. De faire évoluer ce compte Instagram vers quelque chose qui me correspond. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de refus. Enfin, j'ai beaucoup de refus. D'accord. Parce qu'il y a des choix de valeurs. Alors, il y a des choses... tu vois, par exemple, je ne travaille avec aucune marque de préparation commerciale pour nourrissons. Et pour que les gens qui nous écoutent, c'est un positionnement que j'ai, non pas parce que je pense que ces marques sont inutiles, etc., mais que le jour où, parce que c'est un positionnement par rapport à l'allaitement, et le jour où on sera dans une société où il y aura une vraie politique publique d'accompagnement à l'allaitement, donc il y a toujours un côté politique et social dans mes décisions, mais le jour où on sera dans cette société-là, avec grand plaisir, je ferai de la promotion pour ces marques-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que je préfère faire la promotion d'une politique publique pour l'allaitement, etc. Il y a aussi des marques, si tu veux, parfois, je comprends pas, des fois, tu es contacté par des marques aussi, enfin, genre, j'ai des skincare féminines qui me contactent. T'as des marques, elles te contactent, en fait, elles ont même pas vu que t'étais un mec. Donc, t'es là, tu te dis, bah non. Il y a Temu aussi, tu vois, qui m'a contacté. Bon, est-ce que je travaille avec Temu? Non, il y a Shine aussi qui m'a contacté. Voilà. Alors, c'est intéressant après de chiffrer tout ça. Tu vois, sur l'année 2025, c'est 18 000 € de refusés de chiffre d'affaires. Ça, les gens, ils le savent pas. Ils savent te pointer du doigt quand tu as pris une décision avec laquelle eux n'est pas d'accord, mais si on communique pas, en effet, forcément, ils peuvent pas savoir. Moi, c'est quelque chose dans lequel je communique souvent sur ma newsletter. Assez récemment, une amie m'a dit, franchement, un jour, fais une vidéo pour montrer année par année combien tu as refusé, tu vois, que les gens se rendent compte aussi que ok, tu gagnes tant, mais tu refuses aussi tant, tu vois, donc ça peut être important. Mais ça arrive aussi, alors très rarement sur le podcast, ça arrive que je refuse, je crois que c'est arrivé une fois. Oui, parce que effectivement, parce que nous, on c'est sait. filtré, tu vois, c'est filtré en amont. On sait avec quelle marque tu Voilà. ne veux pas travailler, donc. Mais après, dans l'influence, oui, il y a ces choix-là. Et puis après, des fois, il y a des marques avec lesquelles tu veux travailler, et puis ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas parce que c'est pas leur objectif, parce que. Ouais, mais aussi parce que des fois, tu t'es mal vendu, aussi parce que des fois, je sais qu'il y a pas longtemps, une marque pour un aspirateur robot, tu vois, pourtant qui est un produit que j'affectionne particulièrement, a refusé parce qu'en fait, pour elle, elle ne souhaitait pas mettre en avant un homme sur un sujet comme le ménage. Je ne citerai pas la marque parce que je pense aussi que ça fait partie de... Hors description. Non, je plaisante. Voilà, non, voilà, je suis pas là pour pourrir des marques, mais c'était intéressant de voir ça aussi. Oui, tu vois qu'il y a ces positionnements qui ne sont pas communiqués. Je pense que les gens verront, regardez comment les marques communiquent. Si vous voyez jamais de mec parler de ménage, c'est aussi que c'est un choix de positionnement de la marque. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, les hommes influenceurs, il y en a quand même assez, y compris des gens qui sont beaucoup plus lifestyle que moi. Donc s'ils font pas de vidéo avec, c'est qu'il y a un positionnement idéologique derrière. Un point sur la vidéo, qui est vraiment, du coup, ton gros sujet 2026. Bienvenue sur YouTube. Merci. Alors, premier bilan de cette strat vidéo. C'est un gros sujet dans le milieu du podcast. Est-ce que le podcast vidéo est du podcast, etc. Nous, en gros, chez Acast, on le dit dans plusieurs vidéos, si on veut se lancer dans la vidéo, on y va. Si on n'y va pas, c'est un positionnement. Il ne faut pas non plus se prendre la tête avec ça. C'est quand même un gros morceau. L'algorithme YouTube, c'est pas le même usage. C'est pas le même usage. C'est pas la même audience. C'est pas la même audience. C'est pas...
Et puis pareil, tu vois, sur YouTube, tu as le format long, tu as les shorts, donc tu as beaucoup de choses comme ça. Il faut alimenter les shorts, ça c'est important, ça j'ai bien compris. Moi, c'est 4 à 5 shorts par jour qui sortent, hein. Pareil, grâce à l'IA, j'ai fait ça en 15 minutes. Mais ouais, YouTube, écoute, ce que je constate, c'est que moi j'ai mis des moyens financiers pour faire monter la chaîne, etc. Et ensuite, là, je les ai supprimés, les moyens financiers. Je les mets que s'il y a une opération, une collab ou quoi, parce que bah, c'est important aussi de s'y retrouver. Mais ce que je constate, c'est que, il y a des vrais sujets qu'il faut connaître. Par exemple, moi, tu vois, sur la saison 8, je vais totalement changer mes vignettes de podcast. Elles sont pas bien faites aujourd'hui. Donc ça, j'ai compris. Ok, très bien, j'ai compris. En saison 8, on va faire mieux. Ça permet d'avoir ce format-là sur YouTube, d'avoir quand même des vidéos filmées en studio de qualité, qui font aussi des formats courts plus jolis, tu vois, donc ça c'est sympa. Mais moi j'avais déjà, avant d'intégrer YouTube, je filmais, je sais pas si tu te rappelles, avec ma Ah, bien petite sûr. caméra, mes invités au format Ouais. vertical pour Oui. les réseaux sociaux. Oui. Bon là, avoir des images studio, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est important pour le référencement, en fait, très clairement. Je veux dire, pour la découvrabilité, c'est vraiment essentiel. Surtout aujourd'hui, on revient au sujet de l'IA, je sais, mais aujourd'hui, tu vois, un Gemini, par exemple, notamment avec la dernière version qui est sortie, la 3.5 Flash, aujourd'hui, tu poses une question à Gemini, il est capable, par exemple, d'aller sur YouTube, notamment sur YouTube, c'est quand même Google, et d'aller chercher, je sais pas, tu poses une question sur l'hygiène naturelle infantile, j'ai un épisode dessus, il va être capable d'aller chercher la seconde près où ça répond à la question que la personne pose. Donc aujourd'hui, ne pas être sur YouTube en termes de découvrabilité, parce que l'enjeu il est là quand même, c'est la découvrabilité. Pour moi, si tu veux, dans le podcast, aujourd'hui, tu as 2 gros enjeux, c'est la découvrabilité et le fait de faire écouter plusieurs épisodes aux mêmes personnes. Oui. Voilà, pour moi, il est là le truc. L'engagement. Voilà, l'engagement. Sur lequel je suis plutôt bon, d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, avoir YouTube, ça permet de la découvrabilité. Mais après, il y a d'autres canaux qu'on peut intégrer. Je pense à Twitch aussi, tu vois. Ce qui est aussi... Ça te tente, ce côté live de Twitch ou pas? Ouais. Ben, en fait, je pense qu'il y a de la matière à faire sur Twitch, avec notamment des vidéos React. Tu vois, alors après, il faut quand même se concentrer sur les droits à l'image, sur les droits d'auteur, etc. C'est important de respecter aussi le travail des gens, tu vois, parce que... mais tu vois, j'ai par exemple un projet de faire en live un documentaire sur l'allaitement en commentant, en ayant des réacts, tu vois, dans le chat et tout. J'ai bien vu comment ça fonctionnait. Je pense que ça peut être intéressant. Comme je connais en plus bien la boîte de prod qui l'a fait, je vais leur proposer, comme ça en fin d'exploitation, peut-être de relancer le sujet aussi, tu vois, voilà. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. On peut aussi, tu vois, je pense aussi à faire des réacts sur des contenus comme Super Nanny, Pascal le grand frère, etc. Tu vois, sur des très vieux Tu nous épisodes. ressortirais des Exactement, dossiers de tu la vois. télé. Non, mais ça peut être intéressant en aussi, plus, tu vois, ouais. d'analyser Au à ce regard moment-là. Mais aussi aujourd'hui. le regard que moi j'avais à ce moment-là. Parce que Ouais. moi, tu vois, Super Nanny, alors pas la brune, mais la dame blonde, Ah bah oui, Cathy, la première. la première, je la trouvais géniale quand j'étais jeune adulte. Clairement, je la trouvais géniale. Et en plus, maintenant, avec le regard que j'ai, je vais te dire un truc. Elle était vraiment pas si mal que ça par rapport à la personne brune, Sylvie, je sais plus comment. Je crois que je Qui, suivais elle, plus qui, Super elle, Nanny est avec extrêmement Céleste. violente souvent Ouais, avec les enfants. ouais. La personne blonde était... Elle était... Personne n'est parfait hein, Non. dans sa campagne, mais elle était beaucoup plus sur l'émotion, Oui. Enfin, elle était beaucoup plus avant-gardiste d'ailleurs sur l'émotion, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire, tu vois, voilà. Et donc ça, c'est des idées en effet de React Live en Twitch que je peux avoir à tester, tu vois. Moi, tu vois, comme je te dis, je teste. Ça marche pas, je me laisse un peu de manière. Ça peut aussi faire de la matière qu'ensuite que tu amènes sur YouTube, etc. Ça peut aussi faire des shorts. Donc voilà, faut recycler de toute façon, quand on crée un contenu, il faut le recycler sur plusieurs notions. Ça peut aussi créer, tu vois, avec la communauté, c'est aussi des choses que tu peux mettre ensuite en live. Alors ça, techniquement, je sais pas encore faire, mais en live, en direct sur TikTok, etc. Enfin voilà, tu peux créer beaucoup de choses comme ça. Donc je pense que c'est intéressant. Donc voilà, il y a toutes ces réflexions à mener sur le format vidéo. En ce qui concerne le podcast, est-ce que c'est de la vidéo, pas de la vidéo? Ce que je peux dire, moi, est-ce que la vidéo c'est du podcast ou pas? Moi, je pense, en tout cas, comment est-ce que nous on travaille avec Alice et le montage vidéo, etc., c'est qu'il y a 2 versions. Il y a une version qui est montée pour l'oreille et une version qui est montée pour être regardée. Par exemple, il y a des silences qui prennent tout leur sens avec la vidéo parce qu'on voit l'émotion, parce qu'on voit je sais pas, les larmes yeux qui se mouillent, etc. monter. Ouais. Et donc, c'est un silence qui fait sens en vidéo, mais qui ne ferait absolument pas sens en audio. Et donc, on a 2 montages différents. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je tiens parce que moi, en tant que consommateur de contenu podcast, je le dis très clairement, je déteste
les contenus qui sont juste copier-coller de la vidéo dont on a juste extrait l'audio, parce que tu te fais chier à plein d'endroits, parce que ça ne correspond pas au rythme de ton écoute. Voilà, pour moi, en tant qu'auditeur de podcast depuis longtemps, bien avant que la vidéo arrive à ce niveau-là, ben, moi, mon oreille, elle saigne un peu, tu vois. Donc, voilà. D'accord, non mais intéressant. Intéressant puisque oui, maintenant, typiquement dans tous les hébergeurs, avec cette distribution, donc sur Apple typiquement, maintenant tu n'as qu'un upload à faire, c'est la vidéo et l'audio est extrait pour partir sur les plateformes audio, en fait pour faire gagner du temps aussi aux créateurs. Je comprends. Mais tu vois, par exemple, sur une plateforme comme Acast, on pourrait imaginer qu'on ait un épisode audio uploadé pour l'audio et un épisode vidéo à côté pour d'autres plateformes comme Je me YouTube, le note, Spotify, Cédric. Apple. Merci. Non, mais tu vois, Oui, oui. ça permet d'avoir une grande facilité d'utilisation pour le podcasteur ou la podcasteuse et d'avoir, pour les utilisateurs et utilisatrices, un bon, en tout cas pour l'auditoire, un bon rendu, quoi. Tu me parlais de Twitch, donc qui est encore une énième plateforme où tu vas peut-être aller. Sûrement. Cédric, tu as 2 enfants, tu trouves quand Ouais. le temps de... Enfin, ça va le planning, il est bien rempli? Le planning est très 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 bien rempli, oui, ça c'est sûr. C'est un vrai sujet le planning, mais surtout que je pense à reprendre peut-être l'instruction en famille avec un de mes enfants, et que Lucas, ça sera le cas de toute façon à un moment. Je me débrouille. Non, mais là-dessus, les outils là me permettent de gagner beaucoup de temps quand même. Après, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir lâcher prise aussi sur certains niveaux de qualité, tu vois, par exemple, là, on va changer le montage vidéo, parce que James fait un travail formidable, mais largement au-dessus de mon besoin en YouTube, donc pareil, on va restructurer cette partie-là pour avoir un montage très simple en vidéo, voilà, juste à envoyer, sauf pour les épisodes co-brandés, pour avoir un niveau de service maximum pour les marques qui accordent cette confiance-là. Ça, déjà, ça va restructurer un peu. Et puis après, bah, écoute, les enfants, c'est un gros sujet, mais on a la chance d'avoir des relais, en fait, donc tant que ces personnes sont là, on en profite. Et puis après, moi, je sais travailler avec mes enfants. Donc, c'est un truc que j'ai appris grâce à l'instruction en famille. Donc, en fait, c'est un sujet, à la fois, c'est pas un sujet, quoi. Ouais. Je termine avec 5 questions. Il faut Vas-y. que tu y répondes quasiment Du tac sans au tac. réfléchir. Ok. Le premier podcast que tu as écouté? Les couilles sur la table. Le premier podcast auquel tu t'es abonné? Bah, les couilles sur la table. Ok. L'endroit où tu écoutes toujours des podcasts? À la salle de sport. L'endroit où tu n'en écoutes jamais? Dans mon lit. Ok. Un conseil à quelqu'un qui veut démarrer un podcast aujourd'hui? Structurer. Structurer le projet sur le long terme. Oui, c'est le long terme, hein, évidemment, le podcast. Enfin, comme on dit le podcast, tout contenu. En fait, un compte Instagram, on passe pas de 1 à 1 million d'abonnés comme ça. J'ai envie de te dire, comme tout projet d'entreprise, tu vois. Je veux dire, moi, je sais que une des premières questions que j'ai posées à des personnes qui lancent leur podcast, c'est quelle est ta feuille de route? Parce que moi, en fait, j'ai importé ce que je sais faire en entreprise dans mon projet podcast, tu vois. Mmh. Et donc, c'est vrai que la première fois que j'ai dit à des gens, mais en fait, il te faut une feuille de route à 3 ans. Hein? Mais déjà, j'ai 5 idées d'épisodes. Oui, enfin, mais ok, mais dans 3 ans, en fait, voilà. Donc, moi, je travaille comme ça, et ça permet vraiment d'avoir beaucoup de latitude. Excellent mot de la fin, Cédric. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Vous pouvez écouter donc cet épisode sur les plateformes audio. Likez, abonnez-vous à YouTube, évidemment, à Acast France. Salut! Salut.